RDC sera-t-elle au sommet de la grande chirurgie en Afrique centrale? La toute première opération à cœur ouvert en Afrique centrale a eu lieu à l'hôpital du Cinquantenaire. Détail tout à l'heure. Et dans le corps de ce journal, vous verrez dans un reportage deux élèves du lycée Pico et du collège Notre-Dame d'Afrique prêcher par l'exemple. Ils ont procédé au ramassage de déchets à travers les grands acteurs de la capitale. C'est leur manière de célébrer ce 20 septembre la journée mondiale du nettoyage. En politique, Julien Paluku, Moulin de Sakombi et autres membres du gouvernement ont signé ce samedi la charte de l'Union africaine, leur motivation dans le corps de ces journaux. Et puis, la lecture des ordonnances présidentielles à suivre dans quelques instants avec Roger Kalinga, porte-parole adjoint du chef de l'État. Bonsoir, je vous retrouve dans quelques minutes pour lecture. D'abord, cette information avant de développer ces titres vers le dépôt de l'armée en soutien à la nationale pour lutter contre les embouteillages à Kinshasa. Le garant de la nation s'est à nouveau exprimé sur le problème d'embouteillage paralysant la capitale. Félix Tshisekedi est intervenu sur ces sujets lors de la réunion du Conseil de ministres qu'il a présidé hier vendredi 19 septembre 2025. On écoute cet extrait du compte rendu fait par le porte-parole du gouvernement. Le président de la République est revenu sur les derniers naufrages qui continuent d'endeuiller les familles congolaises. En effet, le 10 et 11 septembre 2025, deux autres accidents tragiques sont survenus, respectivement en amont de Bassankoussou et d'Engombe, dans la province de l'Équateur, coûtant la vie à plusieurs compatriotes. Il a adressé les plus émues condoléances aux familles des victimes et a exigé que l'enquête en cours aboutisse sans complaisance afin que les responsabilités soient clairement établies et que le coupable réponde de leurs actes. Au regard de la nécessité de mettre fin à ce type de drame consécutif à un manque de discipline et des responsabilités à plusieurs niveaux, il estime qu'il est possible d'y mettre fin à condition que chaque acteur, au sein de l'État comme dans la société, assume pleinement sa responsabilité. Dans cette optique et dans la suite des directives données lors de la 17e réunion du Conseil de ministres du 11 octobre 2024, à la suite du chavirement d'une embarcation sur le lac Kivu le 3 octobre 2024, il a invité le vice-premier ministre, ministre de Transport, Voies de communication et de désenclavement à dresser dans les plus brefs délais un état des lieux exhaustif de la navigation fluviale et lacustre en rapport avec les mesures déjà instruites, à renforcer ces mesures, notamment par la fermeture immédiate de tous les lieux d'embarquement clandestin, la traçabilité obligatoire des embarcations et l'interdiction stricte de la navigation nocturne. Engager une campagne de sensibilisation et de responsabilisation des opérateurs privés et publics ainsi que de communautés riveraines afin d'assurer une appropriation collective des règles de sécurité, notamment le port des équipements de sauvetage lors des embarquements. Le président de la République a également insisté pour l'accélération du processus d'acquisition et de mise en service des bateaux modernes, sécurisés et adaptés aux réalités de voies du pays. Pour vous ce soir, le porte-parole adjoint du chef de l'État pour la lecture des ordonnances présidentielles. Bienvenue. Merci et bonsoir. Ordonnance numéro 25/266 du 19 septembre 2025 portant nomination de membres du conseil d'administration et de la direction générale d'une entreprise du portefeuille de l'État dénommée Société nationale d'électricité en sigle SNEL SA. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement ses articles 69, 79, 81 et 221, vu la loi numéro 08/007 du 7 juillet 2008, portant dispositions générales relatives à la transformation des entreprises publiques, spécialement ses articles 2 et 4, vu la loi numéro 08/010 du 7 juillet 2008,
fixant les règles relatives à l'organisation et à la gestion du portefeuille de l'État, spécialement en ses articles 3, 9, 10, 11, 13 et 16, vu l'ordonnance numéro 24/88 du 11 octobre 2024 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalité de collaboration entre le président de la République et le gouvernement ainsi que entre les membres du gouvernement, vu l'ordonnance numéro 22/003 du 7 juillet 2022 fixant les attributions des ministères, vu l'ordonnance 24/022 du 1er avril 2024 portant nomination d'un Premier ministre, vu l'ordonnance numéro 25/247 du 7 août 2025 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués et des vice-ministres, revu l'ordonnance numéro 22/177 du 10 octobre 2022 portant nomination des membres du conseil d'administration de la Direction générale de la Société nationale d'électricité, en sigle SNEL SA, vu le décret numéro 13/055 du 13 décembre 2013, tel que modifié et complété par le décret numéro 23/14 du 12 avril 2023 portant statut de mandataire public dans les entreprises du portefeuille de l'État, vu le statut de la Société nationale d'électricité, en sigle SNEL SA, vu le dossier personnel de l'intéressé, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement, ordonne. Article 1er. Est nommé membre du conseil d'administration et directeur général de la Société nationale d'électricité, en cycle SNEL SA, M. Luamba Mouba Tedi. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3. La ministre du portefeuille est chargée de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 19 septembre 2025, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Judith Suminwa Tuluka, Première ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 19 septembre 2025, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Merci, Monsieur Roger Kalinga, pour la lecture de cette ordonnance présidentielle. Je rappelle que vous êtes porte-parole adjoint du chef de l'État. Merci. Dans l'actualité également, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, a effectué une visite d'inspection au centre des opérations de sécurité de la centrale électorale, un site stratégique régulièrement ciblé par le cyberattaque. Jean-Pierre Ndolo Demazo. Mis en place depuis décembre 2023, ce centre fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 avec pour mission d'assurer la surveillance et le monitoring permanent de tous les trafics sur les systèmes informatiques de la CENI, de collecter les éléments sensibles liés aux incidents de sécurité et surtout d'y répondre en temps réel. Le président de la CENI a souligné l'importance d'anticiper les tentatives d'intrusion et d'adapter en permanence les moyens de défense. Lors de cette visite qualifiée de routine, Denis Kadima Kazadi a rappelé que la CENI gère des données sensibles, notamment l'identité des électeurs et le résultat des scrutins. La gouvernance fait référence aux bonnes pratiques et aux standards de cybersécurité et la sécurité elle-même est essentielle parce que vous savez que les élections sont très sensibles. Nous gérons une matière très sensible, non seulement l'identité des électeurs, mais aussi les résultats, par exemple. Le président Denis Kadima Kazadi a également évoqué les contraintes techniques et financières. Avec les difficultés financières auxquelles nous faisons face de temps en temps, on n'a pas toujours l'électricité de bonne qualité à tout moment. Et c'est tout ça, il faut toujours échanger avec l'équipe, comprendre les défis. Il a insisté sur la nécessité de disposer d'un matériel de pointe pour faire face à des menaces en constante évolution. Parmi les grands défis que nous avons, c'est d'avoir toujours un matériel de pointe, un matériel qui nous permet de faire face aux attaques, parce qu'il faut dire que ceux qui attaquent innovent chaque fois. Nous devons toujours être au pas. Pour le président de la CENI, les auteurs de ces attaques innovent sans cesse. Et pour cette raison, il faut rester vigilant et à la hauteur de ces défis.
On change carrément de registre. Les bornes marquant la limitation entre la RDC et la Zambie sont désormais posées. Les deux nations s'engagent ainsi de favoriser la cohabitation pacifique entre communautés. Bobo Anmankunzi. Les signatures apposées au bas du rapport issu de la session spéciale de la commission technique mixte en matière de frontières entre la République démocratique du Congo et la République des Zambie. À Tsumbalesa, province du Haut-Katanga, par les représentants de deux partis, les professeurs Célestin Ngouyandila pour la République démocratique du Congo et l'ambassadeur zambien accrédité à Kinshasa, Paulu Kosita, pour le compte de la Zambie, est une preuve d'engagement de travailler en synergie pour la construction des bornes dans la zone frontalière qui sépare les deux pays. Ceci doit normalement faciliter le travail des services qui sont au niveau des frontières. Les services de contrôle, notamment, il n'y aura plus d'hésitation pour considérer qu'un mouvement venant de Zambie a traversé la frontière ou bien un mouvement partant du Congo a traversé la frontière. Au terme de cette session, plusieurs recommandations ont été également prises pour réguler les occupations illicites dans cette zone, motif de satisfaction de deux pays. But specific to this location, bien sûr, nous pouvons orienter les gestionnaires de la frontière. Nous devons aussi gérer les communautés qui sont localisées le long de la frontière, comment ils doivent coexister. Les deux pays sont appelés à mobiliser les moyens substantiels pour bien poursuivre les travaux en vue d'un achèvement dans le meilleur délai. L'ambassadeur de l'Angola chez le ministre délégué aux Affaires étrangères, francophonie et diaspora, Crispin Mbadou, a aussi échangé avec la coordination du festival international Nsankai. Le pourquoi avec Nanoumba. À la suite de la situation préoccupante relative aux expulsions des Congolais de l'Angola et les traitements dégradants infligés à certains d'entre eux, Miguel Dacosta, ambassadeur plénipotentiaire de la République d'Angola, accrédité en RDC, a été invité par le ministre délégué des Affaires étrangères, francophonie et diaspora, Crispin Mbadou Panzou. Les deux personnalités ont discuté sur les rapatriements en bonne et due forme selon les engagements internationaux. Le gouvernement congolais tient au respect strict des droits et dignité humaine. Une commission sera mise en place pour traiter de la question. Bien après, le ministre Crispin Mbadou Panzou a reçu une délégation de 12 étudiants en master admis à l'université Senghor d'Alexandrie en Égypte. Cette délégation a été conduite par le délégué général à la francophonie, Léandre Miema Belépé. Le ministre Mbadou a saisi cette occasion pour encourager le boursier à défendre l'honneur de la RDC au sein de l'espace francophone par leur conduite tout au long de leur cursus académique. Les entretiens de la coordination du Festival international Nsankai avec le ministre délégué à la francophonie et diaspora ont clôturé cette série d'audiences au menu l'annonce de la tenue du Festival international Nsankai en Mbujimayi au Kasaï oriental du 23 au 25 octobre 2025, avec comme objectif redorer l'image des provinces à l'international autour du développement sécuritaire, entrepreneurial et de réalisation du chef de l'État dans tous les domaines. Il est à présent temps de poser cette question. La RDC sera-t-elle au sommet de la grande chirurgie en Afrique centrale? La toute première opération à cœur ouvert en Afrique centrale a eu lieu à l'hôpital du Cinquantenaire. Le détail avec Cédric Kenina. Une prouesse médicale qui met la RDC sur orbite en Afrique centrale. L'hôpital du Cinquantenaire, Padiat Medicity, entre dans l'histoire avec la première chirurgie cardiaque ouverte. L'intervention a été pratiquée sur un patient brassavillois âgé de 38 ans qui a souhaité garder l'anonymat. C'est le docteur Kabongo, directeur adjoint de cet hôpital, qui a officiellement présenté cet exploit médical devant la presse. Nous avons ici tout le matériel pour gérer les problèmes cardiaques. Donc j'enjoins ici les gens et le message est simple. Faites-vous diagnostiquer, faites-vous dépister. Nous sommes là pour vous tous les jours, samedi y compris, pour les personnes qui sont chez vous. Un membre de la famille du patient s'est exprimé avec beaucoup d'émotion. Vous ne pouvez pas vous imaginer notre soulagement aujourd'hui.
Moi, nous disons grand merci à l'hôpital. Il y a une histoire qu'on va écrire. Je suis médecin, je sais de quoi je parle. Donc aujourd'hui, nous sommes heureux qu'on peut venir à cet hôpital, on peut amener les patients, ce qu'on pouvait faire très loin d'ici avec beaucoup de risques, avec même des risques de perdre les patients. Mais ici, on peut avoir la solution. Les patients masqués mais souriants est apparu en fin de cérémonie et a reçu un trophée symbolique de main de Dr Kabongo en tant que premier opéré d'une chirurgie à cœur ouvert en Afrique centrale. Cette prouesse a été rendue possible grâce à une équipe médicale composée de Dr Moutouale, Bachir Kaboussé, Mombereke, José Chituka et du perfusionniste Dr Moubarich. Tout à fait autre chose. Clôture du projet régional We Are Able. Nous sommes capables, une initiative qui vise à renforcer la voix de personnes vivant avec handicap et d'autres catégories de marginalisés dans le territoire pilote du Sud Kivu, Idji et Kaélé. Petit Abadi. Les projets régionaux We Are Able, lancés en 2021 pour promouvoir l'inclusion des personnes vivant avec handicap et des groupes marginalisés, s'est achevé jeudi 18 septembre 2025 à Kinshasa avec un message fort. L'inclusion n'est plus une option mais une obligation. Financé par le Pays-Bas, le projet visait à renforcer l'autonomie et la résilience, notamment via la sécurité alimentaire inclusive. Le programme déjà, après 4 ans et présente des résultats très convaincants, comme vous avez pu entendre du représentant des personnes vivant avec handicap. Les coordonnateurs du projet et les représentants du consortium ZOA RDC ont chacun rappelé l'urgence de donner une voix à ces communautés, de renforcer leur autonomie et de bâtir une société véritablement inclusive. Ils ont été utilisés comme instrument de mendicité, mais maintenant là, c'est des gens qui se suffisent à eux-mêmes. Ils sont maintenant autonomes avec l'approche plan intégré du paysan, où ils ont réussi à définir un plan de développement de ménage. Le gouvernement congolais, par la voix du directeur de cabinet de la ministre déléguée en charge des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, a salué une initiative porteuse et a promis de capitaliser ses recommandations. Un panel consacré à la sécurité alimentaire inclusive a illustré les acquis du projet dans les territoires pilotes d'Idji et Kaléé au Sud Kivu. We Are Able a marqué son empreinte dans 6 pays africains, dont la République démocratique du Congo. Écho de parti et formation politique. Julien Paloukou, Molendo Sakombi et autres membres du gouvernement Souminois 2 ont signé ce samedi la charte de l'Union sacrée de la nation, le condensé avec Robert Ndaye et Turbo Chimanga. Un samedi 20 septembre 2025 qui restera marqué dans les annales de l'Union sacrée de la nation, les membres du gouvernement Souminois 2 sont venus réaffirmer leur loyauté au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, haute autorité politique de l'Union sacrée de la nation. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katemboué, a signé la charte de l'Union sacrée et renouvelé son engagement à la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de faire un Congo fort et prospère. Pour Patrick Mouyaya, cette signature représente un engagement fort envers les valeurs et les objectifs du gouvernement derrière le chef de l'État, haute autorité politique de l'Union sacrée de la nation, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous le portons dans le cœur. Aujourd'hui, c'était un acte pour montrer ce qu'il y a dans le cœur. Je pense que nous avons, derrière le président de la République, commencé une œuvre de la reconstruction. Et dans ces cadres, nous pensons que les Congolais qui l'ont massivement élu aux dernières élections devraient continuer de le soutenir par rapport à sa vision. Et donc aujourd'hui, il faut considérer que c'est un acte symbolique qui vient matérialiser ce que nous pensons et c'est qui se passe effectivement dans nos cœurs. La ministre du Genre, Micheline Kalama Ombaye, rend hommage au champion de la masculinité positive, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la promotion de la femme en République démocratique du Congo. Nous sommes venus témoigner de notre engagement à servir aux côtés du président de la République avec loyauté et assiduité. Le ministre du Commerce extérieur, Julien Paloukou, membre du Présidium et autorité morale de Bloc 50, s'est dit fier d'appartenir à un groupe soudé autour d'une vision partagée pour l'avenir de la République démocratique du Congo. Nous avons signé
les actes du Congrès. Nous avons réaffirmé notre loyauté au président de la République. Et ce matin, nous sommes venus signer effectivement ces actes-là pour que nous réaffirmions l'engagement de notre regroupement Alliance Bloc 50. Bien avant, le boulevard du 30 juin avait refoulé du monde le jeudi 18 septembre 2025. Difficile d'apercevoir dans cette marée humaine l'enfant terrible du camp Lucas Samuel Bemba, ministre des Droits humains, venu au secrétaire permanent pour la signature de la charte et du règlement intérieur, mais aussi l'acte d'engagement et le renouvellement de la loyauté au garant de la nation, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La signature de ces documents importants pour l'Union sacrée de la nation et les témoignages vivants de l'affirmation de la loyauté envers le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, haute autorité politique de l'Union sacrée de la nation, déclare l'honorable Pascal Bitika, questeur adjoint du Sénat, à la tête d'une forte délégation du regroupement politique de Fifi Masuka Saini, membre du Présidium. Peter Kazadi et Willy Michiki, en signant l'acte d'engagement et la charte, réaffirment leur volonté de travailler aux côtés du secrétaire permanent André Mbata Bitoukoumé Soumango pour la sauvegarde de la souveraineté nationale. Nous qui sommes ici, c'est la patrie ou la mort. Tshisekedi ou rien. Je suis vraiment content sur le travail qui est abattu. Je félicite les collègues Mbata pour le travail avec les autres équipes. Des éloges sont adressés au secrétaire permanent, le professeur André Mbata Bitoukoumé Soumango, pour son esprit d'ouverture et fédérateur de toutes les énergies pour la cohésion nationale. Et puis le président national du PARESO et coordonnateur adjoint de forces politiques alliées de l'UDPS a posé sa signature à la charte de l'Union sacrée de la nation, ses motivations dans ses récits signés Diane Balaka. Vêtu de blanc, symbole d'unité et de transparence, Rigobert Kouta, président national du PARESO et coordonnateur adjoint de forces politiques alliées de l'UDPS, s'est présenté au siège de l'Union sacrée de la nation. Rigobert Kouta a officiellement signé la charte du regroupement politique. En tant que patriote, je viens de signer la charte de l'Union sacrée de la nation. C'est un acte d'engagement pour l'unité, la souveraineté, l'intégrité de notre pays, la cohésion nationale, aujourd'hui menacée par l'agression rwandaise et l'air supplétif de l'AFC M23. Il est donc de notre devoir de les protéger. C'est aussi le signe de ma loyauté au président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, initiateur de l'Union sacrée de la nation et les gardiens de l'histoire. Sa vision est aussi la mienne. Acteur politique mieux connu en RDC, fut autrefois porte-parole de l'Union sacrée de l'opposition radicale Benelux, une plateforme de soutien à feu Étienne Tshisekedi en Belgique. Par cette signature, Rigobert Kouta contribue à la consolidation de la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, portée par l'Union sacrée de la nation, celle de l'unité et la cohésion nationale. Autre grand titre de ce soir, ils étaient allés pour approfondir et voilà qu'ils sont de retour au pays. Eux, ce sont de jeunes Congolais boursiers du gouvernement à la formation professionnelle pour le Maroc. Première édition 2021-2022. À leur retour, c'est samedi 20 septembre, ils ont été accueillis par le ministre d'État Marc Ekila. Les boursiers congolais de la première édition 2021-2022 de la formation professionnelle au Maroc sont rentrés à Kinshasa ce samedi à bord d'un vol de la Royal Air Maroc. Ils ont été accueillis par le ministre de la formation professionnelle Marc Ekila Lukombo, entouré de cadres de son ministère. Partis il y a 3 ans grâce à une bourse gouvernementale, ces étudiants ont exprimé leur joie de revenir et leur volonté de servir le pays. Ils ont remercié le chef de l'État Félix Tshisekedi ainsi que le gouvernement suminois. Parmi eux, Manassé Mbongopassi, formé en gestion d'entreprise, option marketing et commerce, y revient sur son parcours. Ce geste est chargé de sens et de quintessence. Pourquoi? Parce que notre ministère a besoin d'une nouvelle énergie et nous allons apporter cette expertise que nous avons acquise auprès du Royaume du Maroc afin de faire profiter à notre nation de notre expertise. Le ministre Ekila Lukombo a annoncé leur intégration prochaine à l'inspection générale de la formation professionnelle en vue de rajeunir et renforcer l'institution. Toute notre gratitude va à la direction de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo
président de la République, chef de l'État, et ainsi qu'à la première ministre, les deux, qui ont accepté notre plaidoyer que nous avons présenté lors du Conseil des ministres. Nous avons présenté les cas de nos compatriotes qui étaient restés au Maroc dans des conditions que vous connaissez déjà. Le président de la République avait donné des instructions claires pour qu'ils reviennent au pays et nous nous sommes impliqués. Et nous remercions tous les gouvernements. Une cérémonie officielle et une réception en présence de l'ambassadeur du Maroc en RDC sont prévues dans la semaine. Et voici la réaction de quelques Congolais bénéficiaires de la Bourse du Maroc. Permettez-moi de rendre un vibrant hommage à toutes personnes qui se sont jointes pour cette cause, l'accomplissement de nos rêves. Nous exprimons ainsi notre gratitude au gouvernement de la République démocratique du Congo qui œuvre sans relâche pour ouvrir les portes de l'excellence à sa jeunesse. Grâce à vous, nous franchissons une étape décisive dans notre parcours de formation et dans la construction de notre avenir. À la direction de la coopération internationale et régionale, nous disons merci pour le travail souvent discret mais essentiel que vous réalisez pour faire de ces opportunités une réalité concrète pour des centaines de jeunes. À nos parents qui nous ont portés à bout de bras, souvent dans le silence, parfois dans le sacrifice, nous disons du fond du cœur merci. Sans vous, rien de tout cela n'aurait été possible. Aujourd'hui, en tant que bénéficiaire de cette précieuse bourse, nous prenons un engagement clair devant vous, celui de travailler avec rigueur, intégrité et détermination. Je suis très contente en tout cas. Je remercie énormément le gouvernement congolais pour cette opportunité unique qu'il nous a offerte. En tout cas, nous sommes très reconnaissantes, moi et tous mes collègues. Je sais, nous promettons qu'un jour, nous reviendrons participer à la modernisation de notre pays. Et puis, c'est communiqué du ministre d'État, ministre de la Justice et garde-sceaux. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde-sceaux salue la décision du tribunal de grande instance de Kinshasa-Kinkole accordant la liberté provisoire au prévenu Jackie Ndala. Il se félicite de cette décision conformément aux dispositions légales. Il précise par ailleurs qu'il ne s'agit pas d'une libération conditionnelle qui relève exclusivement de sa compétence. Le ministre d'État annonce qu'il examinera dans les prochaines semaines le dossier de détenus afin d'accorder la libération conditionnelle à ceux qui remplissent les conditions légales requises. Fait à Kinshasa le 20 septembre 2025 pour le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux en mission, Maître Marc Ekila Likombo, ministre d'État, ministre de la formation professionnelle. Avec le chargé d'affaires de l'Union européenne en RDC, il était question d'échanger sur plusieurs axes de collaboration. Le ministre d'État en charge du développement rural a aussi discuté avec le représentant de l'UNICEF en RDC. C'est un reportage de Marie-Pascale Kalonka. L'Union européenne s'intéresse aux questions du développement des milieux ruraux en République démocratique du Congo dans plusieurs axes tels que l'agriculture rurale, la transformation locale et la préservation de l'environnement. Le ministre d'État du développement rural, ingénieur Grégoire Mchaïl-Moutom, a discuté sur les différents axes de collaboration avec le chargé d'affaires de l'Union européenne, Fabrice Basile. Nous nous réjouissons d'avoir une telle nomination d'un ministre qui connaît le domaine et qui sait des sujets les plus importants et essentiels sur lesquels il a besoin d'avoir l'appui des partenaires. Et dans le cadre du partenariat avec l'Union européenne, nous avons pu aborder quelques dossiers. Fabrice Basile a aussi évoqué l'existence d'un accord commercial stratégique entre la RDC et l'Union européenne, dénommé Tout sauf les armes. L'Union européenne a un accord avec la RDC qui s'appelle Tout sauf les armes, qui permet à tous les producteurs de la RDC d'exporter vers l'Union européenne les produits bruts, semi-transformés et transformés à 0% de taxation. Nous invitons la RDC à pouvoir produire plus, notamment des produits du domaine agricole. Avec le représentant de l'UNICEF en RDC, John Akbor, les échanges étaient axés sur les priorités communes et les perspectives de renforcement de la coopération entre les deux institutions. Un des éléments sur lesquels on est revenu, on a convenu qu'on va renforcer la collaboration, c'est au niveau de l'accès à l'eau potable au niveau rural, dans les écoles, dans les centres de santé. Le représentant de l'UNICEF en RDC, John Akbor, a salué l'engagement du ministre d'État du Développement rural et a réaffirmé l'appui continu de l'UNICEF pour accompagner les initiatives de renforcement des services sociaux de base.
D'une information à une autre, 2 archivistes nouvellement formés par l'Institut des archivistes du Congo ont prêté hier vendredi serment, une étape décisive dans la formation, dans la professionnalisation de la gestion des archives publiques. Nadine Fotoka. Les archives sont importantes dans la vie d'une institution. À la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État a-t-on modernisé son service d'archivage. Elle a envoyé ce cadre se former au métier d'archiviste à l'Institut national des archives du Congo. Après 5 jours de formation, ils en sortent archivistes assermentés. Ils ont pris l'engagement d'exercer leur métier avec rigueur, intégrité et professionnalisme. Le directeur général de l'INACO salue cette collaboration. Le domaine des archives est si sensible que tous ceux qui passent par l'INACO en formation doivent prêter serment et nous rassurer qu'ils vont exécuter leurs tâches conformément à la législation archivistique en vigueur en République démocratique. Nous leur avons remis des cartes d'archivistes. Ils peuvent bondir partout, à n'importe quelle occasion, et ils seront toujours considérés comme des archivistes de carrière. Les bénéficiaires de cette formation expriment leur gratitude au staff de la SENSAP. On est heureux de prêter le serment, que nous sommes dans la joie de savoir que nous avons reçu le brevet et les cartes qui font de nous aujourd'hui des archivistes professionnels. Cette formation a été dispensée autour de 6 modules, notamment l'éthique et la déontologie archivistique, ainsi que l'archivage numérique, qui est important dans l'alignement de la SENSAP sur les standards internationaux. Il était important d'avoir la même idée de position à défendre à la COP 30, le groupe interbailleur pour l'environnement et le changement climatique conduit par l'ambassadeur d'Allemagne en RDC a échangé avec la ministre de l'Environnement, Développement durable et Nouvelle économie du climat sur ces questions. Edith Chala. C'est à la fois une rencontre décisive pour un échange complémentaire entre la ministre de l'Environnement, Développement durable et Nouvelle économie du climat, Marie Nyangendambo, et les ambassadeurs du groupe interbailleur pour l'environnement et les changements climatiques. Ces groupes des bailleurs conduit par l'ambassadeur allemand en République démocratique du Congo, Ingo Herbert, entend approfondir les discussions avec la ministre en vue de l'harmonisation des positions, étant donné que la République démocratique du Congo, pays solution, demeure le leader des pays du bassin du Congo et un interlocuteur de premier plan pour le compte de la lutte contre le réchauffement climatique au niveau planétaire. On a établi un dialogue, je crois, très constructif avec une approche compréhensif, basé sur une planification qui considère les aspects de la préservation, mais aussi l'inclusion de la population locale. Sous un autre registre, un groupe représentatif des députés provinciaux de la province du Kasaï, conduit par le député provincial Gédéon Mataba, vice-président de l'Assemblée provinciale du Kasaï, a évoqué avec la ministre de l'Environnement, Développement durable et Nouvelle économie du climat, Marie Nyangendambo, plusieurs préoccupations liées au contexte de l'environnement et au développement de la province du Kasaï. Civilité oblige, les députés ont rendu un hommage au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, pour le choix de la personne et présenté leurs félicitations à la nouvelle ministre qui marque tout l'honneur de leur entité provinciale au gouvernement de la République démocratique du Congo. Je le disais au sommaire de cette édition, l'humanité a célébré ce 20 septembre 2025 la journée mondiale du nettoyage. À Kinshasa, les élèves du lycée Mpiko du collège Notre-Dame d'Afrique ont prêché par l'exemple. Ils ont procédé au ramassage de déchets dans différentes avenues de la commune de Lemba. Un memo a été également remis au bourgmestre de la dite commune de la capitale, Mireille Ndeke. À l'occasion de la journée mondiale du nettoyage de la planète, célébrée ce 20 septembre, le site de l'Institut technique agricole de Mombéli dans la commune de Limete a servi de cadre à une grande opération de salubrité. L'activité s'est déroulée en présence du vice-gouverneur adjoint de l'hôtel de ville de Kinshasa. Une ville propre commence par un citoyen responsable et nous devons l'être tous. Nous vous disons merci pour votre engagement, votre persévérance et votre amour pour cette ville de Kinshasa.
et de représentants des ambassades du Royaume-Uni et des Pays-Bas dans le cadre de l'initiative Clean Air Day. Ce que nous préconisons en tant que Pays-Bas pour les Congolais, nous sommes partenaires pour le World Clean-up Day et avec la mairie de Kinshasa, ensemble, on a développé un modèle économique pour l'assainissement de villes. Cette journée invite chaque citoyen à aider à venir justement collecter les déchets, à assainir son environnement. Cette activité vise à mobiliser les habitants de Kinshasa autour d'une action de nettoyage participatif, éducatif et symbolique, tout en sensibilisant sur les enjeux de gestion des déchets et les opportunités économiques liées à l'assainissement. Les élèves de l'Institut technique agricole ont activement pris part à l'opération, prônant ainsi un engagement citoyen fort pour la préservation de l'environnement. À la fin de ces journaux, vous suivrez une page magazine sur l'intervention du gouverneur de la Banque centrale du Congo au sommet africain du numérique, thème développé, digitalisation, moteur de l'inclusion financière et du développement en République démocratique du Congo. Et puis c'est communiqué avant de nous séparer. Le ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Bonza, met en garde la population congolaise contre des individus malveillants qui s'y font passer pour de ministres, de hauts fonctionnaires d'État. Ces escrocs utilisent de faux numéros de téléphone pour tenter de soutirer de l'argent aux citoyens. Le ministre précise qu'aucun membre de l'administration ou de son cabinet ne sollicite de fonds ou d'informations personnelles par le biais d'appels téléphoniques, précise le communiqué. Le ministre appelle l'ensemble de la population à une vigilance maximale, ne donner aucune somme d'argent et ne communiquer aucune information personnelle à quiconque vous contacte de cette manière. Toute tentative d'escroquerie doit être immédiatement signalée aux autorités judiciaires et le ministre s'engage à poursuivre en justice les auteurs de ces actes criminels. C'était un plaisir de vous informer. Voilà tout pour ce soir. C'était un journal de la rédaction coordonné par Jean-Pierre Ndolo Demazo, réalisé par André Njeka et Patrick Bapuila, assisté de Didier Diawa, Alain Sodi et Narcisse Makani. À toutes et à tous, bon week-end. Prenez très bien soin de vous.